Chapitre 15. Le doigt qui danse. En revanche, il n'y eut pas de petit déjeuner. Peu après l'aube, Jude Atkins étala la carte sur le sol et l'examina à la lueur du feu. « J'ai bien dormi, déclara-t-il, et je me sens beaucoup mieux. Voyons ce que je peux trouver à présent. » Il tira de sa poche une courte longueur de ficelle fine et le doigt de la sorcière, qu'il noua à l'extrémité de la ficelle. Voyant que je l'observais, il sourit. Avant de me retirer de ce monde mauvais, j'étais sourcier, Tobias. J'utilisais une branche de bouleau pour détecter les nappes d'eau souterraines. Bien des puits au nord du comté ont été creusés d'après mes indications. Il m'arrivait aussi parfois de localiser des personnes disparues. Je promenais un lambeau de vêtements ou une mèche de cheveux au-dessus d'une carte jusqu'à ce que la main me picote. Beaucoup de ceux que je retrouvais étaient déjà morts, hélas. Malgré tout, les familles m'étaient reconnaissantes d'avoir au moins un corps à enterrer en terre consacrée. Bon, je serais capable de découvrir où se cache la sorcière d'eau appelée Morwen. Arkwright se rapprocha et nous observâmes les gestes de l'ermite. Tenant le doigt suspendu au-dessus de la carte, il en balaya systématiquement la surface d'ouest en est, puis d'est en ouest, en partant du sud et en remontant peu à peu vers le nord. Au bout d'une minute, il ressentit un picotement. Il prit une profonde inspiration, écarta la main et la ramena très doucement. Le picotement recommença, et le doigt de la sorcière se mit à danser au bout de sa ficelle. « Note ça, William, » souffla l'ermite. Arkwright dessina une petite croix à l'endroit indiqué. Jude Atkins continua à promener le doigt au-dessus du papier. Le phénomène se reproduisit 3 fois. Chaque fois, Arkwright marquait soigneusement l'emplacement. L'ermite persévéra encore un moment dans son exploration, sans rien découvrir de plus. La première croix était placée sur la rive nord-ouest du lac Coniston. La deuxième désignait un petit lac appelé l'étang de la Chèvre. La troisième, plus au nord, désignait le lac Leven. D'une voix altérée par l'impatience, Arkwright demanda « Faut-il explorer les 3 endroits, vieil homme? Ou ces 3 croix sont-elles le signe de tes incertitudes ?» Nous devons toujours laisser la place au doute, William. Mais Morwen fréquente probablement les 3 cachettes. Je suis sûre qu'elle se terre un certain temps dans chacune d'entre elles. Et il y en a peut-être d'autres, plus au nord, où tu ne m'as pas demandé de chercher. La réaction la plus forte s'est produite au bord du lac Coniston, mais elle semble vagabonder sur toute la rive ouest. Cette région t'est-elle familière? J'y ai déjà travaillé à plusieurs occasions, mais je connais mal le nord du lac, à la frontière du comté. Les gens sont du genre revêche là-bas. Ils n'aiment pas qu'on s'occupe de leurs affaires et se montrent fort peu aimables avec les étrangers. Ils préfèrent souffrir en silence que de faire appel à un épouvanteur du Sud. C'était une drôle de réflexion de la part d'un homme aussi peu accueillant, qui avait tant de mal à tolérer un apprenti dans sa maison. Évidemment, je gardais cette pensée pour moi. Alors que nous nous apprêtions à partir, le temps se gâta. Des rafales poussèrent les nuages contre le flanc de la colline, et la pluie se mit à tambouriner sur le toit de pierre de la caverne. Les gouttes ricochaient sur les marches de l'entrée et jusque dans les braises du foyer, où elles s'évaporaient en sifflant. « Vieil homme stupide !» railla Arkwright. « Pourquoi as-tu choisi cette grotte dont l'entrée est exposée au vent dominant ?»« Le froid et l'humidité fortifient l'âme, » répliqua Jude Atkins. « Et toi, pourquoi habites-tu au bord des marais plutôt que dans une région sèche, ce qui serait bien meilleur pour ta santé ?» Arkwright eut un froncement de sourcils agacé, mais il ne répondit rien. Il vivait là parce que c'était la maison de ses parents, et tant que leur esprit y resterait enfermé, il ne la quitterait pas. L'ermite l'ignorait sans doute, sinon il n'aurait pas fait une réflexion aussi offensante. À cause du mauvais temps, Arkwright décida de rester encore une nuit et de prendre la route de Coniston au petit jour. Laissant Jude recharger le feu, il m'emmena à la pêche, sous la pluie battante. Je pensais qu'il utiliserait une ficelle ou un filet, mais il avait une méthode très personnelle, qu'il appelait la chatouille. « Tu ne risques jamais d'avoir faim quand tu connais cette technique, » me déclara-t-il. Cela consiste à se coucher sur le ventre au bord de la rivière et à plonger les bras dans l'eau froide pour caresser le ventre d'une truite. Elle se love alors dans vos mains. Il n'y a plus qu'à la jeter sur l'herbe. Évidemment, il faut avoir la patience d'attendre qu'une truite s'approche, et aucune ne parut attirée par mes mains. Arkwright, lui, en attrapa 2, qu'il fit cuire ensuite à la perfection. L'ermite se contenta de son habituel brouet d'herbe, si bien que nous eûmes chacun un poisson entier. Ils étaient délicieux, et après ce repas, je me sentis ragaillardi. Heureusement, car je dus m'entraîner de nouveau au maniement du bâton.
Je ne m'en sortis pas trop mal, écopant seulement d'un bleu sur le bras. Mais Arkwright me poussa dans mes derniers retranchements, et je sortis de ce combat épuisé. Je dormis bien cette nuit-là, dans la grotte de l'ermite. L'endroit était plus reposant que le moulin. À l'aube, la pluie avait cessé, et nous partîmes sans plus attendre en direction des lacs. L'épouvanteur avait raison quant à la beauté des paysages. Lorsque, ayant atteint le lac de Coniston, nous longeâmes ces rives plantées d'arbres, tout me parut un régal pour les yeux. Vers l'est, une forêt de conifères égayait sa verdure cette sombre journée d'automne. Les nuages couraient haut dans le ciel, laissant voir la chaîne de montagnes, dont les sommets déjà enneigés étincelaient de blancheur contre le gris du ciel. Arkwright paraissait de meilleure humeur. Il n'avait pas décroché un mot depuis notre départ de l'ermitage, et j'étais fatigué de ce silence. Je risquai une question. « Cette montagne là-bas, est-ce celle qu'on appelle le vieux bonhomme ?» « En effet, Tom Ward, comme tu as pu le voir en étudiant la carte hier. C'est autre chose que les collines de Chippenden, hein. Elle attire le regard, mais d'autres endroits moins spectaculaires ont aussi leur intérêt. Vois-tu cette berge là-bas ?» Il me désignait la rive est du lac. Je hochai la tête. « Eh bien, c'est là que j'ai piégé l'éventreur de Coniston. Probablement la meilleure action que j'ai accomplie depuis ma formation chez John Gregory. Mais si je réussis à capturer ou à tuer Morwen, ce sera le sommet de ma carrière. » Une ombre de sourire adoucit son visage. Il se mit même à siffloter, tandis que les chiens gambadaient joyeusement autour de nous. Nous entrâmes enfin dans le village de Coniston. Il n'y avait que peu de passants, et ils ne semblèrent guère aimables. Certains traversaient la rue pour éviter de nous croiser, ce qui ne m'étonna pas. C'était la même chose à Chippenden, où M. Gregory vivait pourtant depuis des années. Arrivés au bord d'un ruisseau, désigné sur la carte par le nom de rue de l'église, nous prîmes vers l'ouest par un sentier assez raide, laissant derrière nous une grappe de maisons avec leurs cheminées fumantes. La masse formidable du vieux bonhomme nous dominait de toute sa hauteur. Mes jambes se raidissaient de fatigue quand Arkwright s'engagea dans une petite cour, au fond de laquelle s'élevait une taverne. L'enseigne annonçait « Auberge du Rue ». Deux vieux bavardaient sur le seuil, tenant chacun une chope de bière. Ils s'écartèrent vivement pour nous laisser le passage, une expression d'effroi sur le visage, et la présence des chiens-loups n'y était pour rien. À nos capuchons et à nos bâtons, ils avaient deviné notre profession. Il n'y avait personne dans la salle, mais les tables étaient propres, et un feu accueillant crépitait dans l'âtre. Arkwright s'approcha et frappa bruyamment sur le comptoir de bois. Nous entendîmes des pas. Un gros homme, à la mine joviale, enveloppé dans un large tablier, fit son apparition. Son regard inquiet balaya les chiens, nous examina rapidement. Puis il nous adressa le sourire affable de tout bon professionnel de l'hôtellerie. « Bonjour, messieurs. Que puis-je vous offrir? Une chambre et un repas, ou simplement 2 chopes de ma meilleure bière ?»« Nous prendrons 2 chambres, monsieur, et 2 soupers, du ragoût, si vous en avez. En attendant, nous allons nous asseoir au coin du feu et commencer par un chaud d'eau. » L'homme s'inclina et fila dans sa cuisine. Je m'assis en face d'Arkwright, curieux de voir ce qu'il allait se passer. M. Gregory et moi n'allions que rarement à l'auberge. Dans ce cas, nous partageons toujours la même chambre. Il dormait sur le lit et moi sur le plancher. « Qu'est-ce qu'un chaud d'eau ?» demandai-je. « Un mélange de vin, d'épices et de gruau. Rien de tel pour t'ouvrir l'appétit et te réchauffer par une froide et humide soirée d'automne. » Le mot vin m'inquiéta un peu. J'avais pu constater plusieurs fois à quel point la boisson rendait mon maître violent. Il m'effrayait quand il était dans cet état. Il avait diminué sa consommation récemment, mais l'épisode des déserteurs lui en avait redonné le goût. Je tâchais cependant de prendre les choses avec optimisme. Dormir à l'auberge valait certes mieux que de passer la nuit sous une haie ou dans une grange pleine de courants d'air. Quoique, M. Gregory ne décidait jamais rien sans une bonne raison. En tout cas, il évitait de révéler notre identité à qui que ce soit. Il n'aurait certainement pas traversé un village avant d'approcher l'un des 3 repères possibles de Morwen. Dans une si petite agglomération, les commérages allaient bon train. À présent que nous avions retenu des chambres pour la nuit, tout Coniston saurait bientôt qu'un épouvanteur et son apprenti étaient là. Or, les sorcières avaient parfois des complices chez les villageois. J'avais découvert ça à Pendle. Même une sorcière d'eau aussi maléfique que Morwen pouvait avoir de ses informateurs. Je débattis un moment avec moi-même, partagé entre 2 options. Tenir ma langue et en subir les éventuelles conséquences, ou faire part de mes craintes à Arkwright au risque de prendre une volée ou de m'attirer au moins une réplique cinglante. Finalement, mon sens du devoir l'emporta. « Monsieur Arkwright » commençai-je en baissant la voix au cas où le tavernier serait à proximité. « Pensez-vous prudent de rester ici, au vu et au su de tous? Morwen a peut-être des complices dans le coin. » Il eut un sourire sinistre. «
Je n'ai pas besoin de tes conseils, Tom Ward. As-tu repéré des espions par ici? Plie-toi à ma façon de faire. J'ai besoin de me reposer et de me restaurer avant d'affronter Morwen. La perspective d'un repas et d'un bon lit devrait te réjouir. Monsieur Grégory n'en offre jamais autant à ses apprentis que je sache. Peut-être avait-il raison. Il n'y avait que nous dans la salle, et après 2 nuits passées chez l'ermite, un peu de confort était le bienvenu. Monsieur Grégory nous aurait obligés à jeûner dans ces circonstances. J'en étais certain. Je préférais néanmoins ne pas discuter davantage avec Arkwright, d'autant qu'il serait sans doute bientôt aviné. Je me calais sur ma chaise, chassais mes inquiétudes et dégustais le chaud d'eau qu'on venait de nous apporter. Cependant, la taverne se remplissait. Lorsque nos ragots arrivèrent, un groupe de fermiers s'envoyait des pintes de bière et la plupart des tables étaient occupées par des dîneurs qui riaient et lançaient des plaisanteries. On nous adressait des regards suspicieux et j'eus l'impression qu'on parlait de nous à voix basse. 2 ou 3 personnes qui venaient d'entrer firent même demi-tour en nous voyant. Était-ce seulement notre présence qui les troublait ou y avait-il une raison plus inquiétante? Puis les choses commencèrent à mal tourner. Arkwright commanda au tavernier une chope de sa meilleure bière. Il la vida en un rien de temps et demanda une autre et encore une autre. Sa voix monta, ses paroles se firent incohérentes. Quand il se dirigea vers le comptoir pour la 7e fois, il tituba et heurta une table, manquant de renverser les chopes, ce qui lui valut des regards courroucés. Je me tenais quoi pour ne pas attirer l'attention sur moi. Mais Arkwright ne semblait pas se soucier de discrétion. Accoudé au comptoir, il se mit à raconter à qui voulait l'entendre comment il était venu à bout de l'éventreur de Coniston. Puis il continua à marmonner je ne sais quoi. Quand il revint à notre table, tenant sa 8e pinte de bière, il était complètement ivre. Il rôta bruyamment. « Monsieur Arkwright, dis-je, nous devrons monter nous coucher. Il se fait tard et demain sera une rude journée. »« Ça recommence, clama-t-il, et tous les yeux se tournèrent vers lui. « Quand mon apprenti saura-t-il enfin que c'est moi qui donne les ordres? J'irai me coucher quand j'en aurai envie, Tom Ward, pas avant. » Humilié, je baissai la tête. Inutile d'insister. Mon nouveau maître avait tort de s'enivrer sachant que nous aurions affronté Morwen le lendemain matin. Néanmoins, je lui devais obéissance. Le tavernier s'approcha. Passant un coup de chiffon sur notre table, il déclara « Je crois que le garçon a raison. Je n'aime pas renvoyer les bons clients qui payent leur dû, mais vous avez eu votre compte de boisson pour ce soir, Bill. Et mieux vaut que vous ayez l'esprit clair si vous avez vraiment l'intention de pourchasser cette créature. » Quoi ? Il avait tout raconté quand il s'était tenu au comptoir ? Qui d'autre que le tavernier était au courant ? Arkwright abattit son poing sur la table. « Qu'est-ce que tu insinues ?» rugit-il. « Que je supporte pas la bière, c'est ça ?» « Pas du tout, Bill, » répliqua le tavernier d'un ton jovial qui révélait sa longue expérience des pochards. « Si tu revenais plutôt demain soir, quand tu auras réglé son compte à Morwen, tu boiras autant que tu voudras, aux frais de la maison. » Au nom de Morwen, un murmure avait couru parmi les autres clients. À mon grand soulagement, Arkwright hocha la tête. « Ah ça, c'est une proposition honnête. Viens, Tom Ward, pour une fois, on se couchera de bonne heure. » Je me dirigeais vers l'escalier, les chiens sur mes talons, tandis qu'ils titubaient derrière nous sur les marches. Lorsque j'entrai dans ma chambre, il me suivit, laissant les chiens dehors et ferma la porte. « Que penses-tu de cette pièce ?» bredouilla-t-il. J'observai les lieux, qui semblaient propres et bien tenus, avec un lit accueillant. Le chandelier était garni d'une bougie de cire et non de suif. « Elle me paraît agréable, dis-je. Puis je désignai un grand miroir sur la table de toilette. « Dois-je le recouvrir d'une couverture ?»« Inutile, » répondit en hoquetant. « Ici, on n'a pas affaire à des petits amis de Pendle, là. Non, c'est différent. Très différent. Note-le bien, ça. Aucune sorcière d'eau n'est capable d'utiliser un miroir pour espionner qui que ce soit. Morwen, pas plus que les autres. Tu peux m'être reconnaissant, Tom Ward. En 5 ans d'apprentissage, John Grégory ne m'a jamais loué une chambre aussi confortable. Mais ne va pas t'y blottir comme une mythe de la laine d'Adapi, hein. On va s'accorder 2 heures de sommeil. Et dès que minuit aura sonné au clocher, on partira à la chasse. Oui, c'est ça, on partira à la chasse. Tu sortiras discrètement de la chambre et tu prendras le couloir de gauche jusqu'à l'escalier qui mène à la porte de derrière. C'est là que je t'attendrai. Et surtout ne fais pas de bruit. » Sur ces mots, il me laissa, refermant la porte derrière lui. Mais je l'entendis chantonner à la chasse, puis tâtonner pour ouvrir sa propre porte.
Je m'étendis donc sur le lit sans me déshabiller. J'avais peut-être le sommeil profond, mais j'étais doué d'un sens très précis de l'heure, même endormi. Il me suffirait de programmer mon cerveau et je me réveillerais juste avant que les cloches sonnent.